Ce sont plusieurs facettes interconnectées. La formation à l'Université de Montréal, le programme de recherche et aussi le soin avec les pairs aidants lorsqu'ils sont déployés en milieu de clinique. Puis on va voir comment tout ça, ça peut vraiment faire émerger le savoir expérientiel, c'est-à-dire contribuer à le structurer pour que ça puisse prendre sa place et contribuer au transfert de l'application des connaissances. Nous, notre modèle, hein, ça existe déjà, les Medical Humanities dans différentes facultés de médecine un peu partout dans le monde. Nous, on se trouve à croiser des épistémologies de la connaissance que normalement, on évite de croiser. L'approche biomédicale typique en psychiatrie, en médecine. Ensuite, avec l'approche des sciences humaines et sociales, c'est une autre façon de voir le monde. Et nous, on est bien placé avec le partenariat patient, dont vous avez sûrement entendu parler à l'Université de Montréal. Comment l'expérience vécue du rétablissement ici, ça permet un peu de concilier les deux grandes classes de savoir qui souvent sont présentées de manière un peu dualiste. Parce que du point de vue d'une personne en rétablissement, ben ça ne fait pas tellement de sens qu'on ait classifié comme ça d'un côté le savoir propre au corps et de l'autre côté celui de l'esprit. Comme ça qu'on a fait ça en Occident depuis des millénaires. Là. Puis maintenant, on essaie un peu de réconcilier pour avoir une approche plus globale. Là. On parle de santé globale, une approche personnalisée, mais du point de vue de cette personne-là, qui a peut-être au plan clinique certains besoins, mais aussi au plan social, tout ça, ça fait partie de la même personne. Puis nous, la formation qu'on dispense vise un petit peu à préparer les futurs pères aidants sur le terrain qui vont être confrontés à des enjeux très complexes en contexte là, multidisciplinaire, alors que les pères aidants, ben, c'est pas nécessairement une discipline encore. Ce que l'on enseigne dans le programme, c'est pas la science de la père aidance. Il n'y a pas un département de la père aidance. Moi, je suis au département de psychiatrie. Ça existe depuis des décennies, des siècles. Quand on enseigne la psychiatrie, c'est cette science-là. Nous, quand on enseigne la père aidance, ben, c'est qu'on le fait de manière collaborative avec les étudiants. On l'explore ensemble. C'est les futurs pères aidants, c'est les pères aidants même sur le terrain qui nous rapportent l'expérience, puis qu'on construit comme ça de session en session avec les pères aidants qui prennent une part toujours plus importante dans l'enseignement même du micro-programme. De manière globale, le contexte au Québec, c'est celui du plan d'action en santé mentale, et les plans d'action en santé mentale depuis 2005, 2005-2010, ensuite 2015-2020 qui se succèdent, qui sont axés sur le rétablissement. On a aussi en parallèle, depuis 2015, avec la réforme là, du système, dans le cadre de la loi 10, ça fait partie aussi du contexte, avec les nouveaux établissements, les CIUS en l'occurrence, qui sont à Montréal, qui se conceptent dans le cadre du déploiement de la mission universitaire. Puis on essaie de positionner un petit peu le développement du programme, le déploiement des pairs aidants, pour qu'il y ait cette cohésion-là dans les établissements affiliés à l'Université de Montréal. La problématique, on va voir un petit peu quel est l'état de la recherche sur l'effet spécifique des pairs aidants. On pense que les pairs aidants sont là vraiment pour favoriser le rétablissement. Mais qu'est-ce que le rétablissement? Il va falloir s'entendre sur différentes définitions. Puis avec les projets pilotes, il y en a deux. Le premier, c'était une façon de voir, est-ce que le rétablissement dit personnel et le rétablissement plus clinique traditionnel, est-ce qu'il y a des liens entre ces deux types de rétablissement? Et puis, on va regarder quelques résultats. Puis finalement, j'aimerais qu'on discute d'un projet qu'on s'apprête à démarrer où on va avoir une approche plus collective du rétablissement. Et ça va se dérouler dans 2 CIUS à Montréal, avec vous expliquerez comment même ce projet pilote-là, il est lié à un peu la structure du micro-programme lui-même de formation, avec un Massive Online Open Course, un MOOC, qu'on a inauguré il n'y a pas tellement longtemps, puis en discussion, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Premièrement, si on commence par une définition, qu'est-ce qu'un père aidant? Ça existe depuis toujours, l'entraide entre pairs. On ne vient pas d'inventer ça. Ce qui est relativement nouveau, c'est de structurer
ce savoir-là, d'en faire en sorte qu'il y ait des gens qui exercent la fonction de père aidant. C'est une vocation, c'est un métier. Et les pères aidants, de par le plan d'action en santé mentale, sont déployés dans des équipes de suivi en santé mentale, où tous les membres de ces équipes-là ont des formations hyper spécialisées sur des années. Et sont membres, la plupart du temps, sont assujettis à un code de déontologie qui vient structurer une profession. Travailleur social, infirmière, et ainsi de suite, et incluant évidemment les médecins. Les pères aidants, là, on n'est pas encore là. Il n'y a pas de code de déontologie des pères aidants. Donc, c'est pas facile pour ces gens-là qui, comme Carole, vont être intégrés dans des équipes, de trouver sa place. Parce que c'est un peu par défaut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bien, c'est ce que les autres ne font pas. OK? Puis il y a aussi des choses qu'on ne pourra pas faire. Parce que les différents codes de déontologie viennent bien décrire les différentes professions. Et là-dedans, il y a des actes qu'on dit protégés à certaines professions. Par exemple, l'évaluation. Les pères aidants ne peuvent pas évaluer par eux-mêmes au plan clinique ou même social. Donc, c'est vraiment un peu à tâtons qu'on va l'explorer ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, c'est ce que les autres ne font pas. Et il faut avoir quand même une bonne formation pour savoir qu'il y a certains interdits, puis parce qu'on va se le faire dire. Si on franchit ces frontières-là interprofessionnelles, si on ne nous dit pas, on va le sentir. Donc, il y a le plan d'action en santé mentale qui parle beaucoup du pouvoir d'agir des usagers. Moi, j'attire tout de suite l'attention là, sur l'approche plus collective de cette dimension-là du rétablissement. Le pouvoir d'agir, il y a plusieurs façons de le voir. Mais quand on pense au rétablissement, l'origine du rétablissement, c'est un peu en réaction. Tout à l'heure, je parlais d'antipsychiatrie. C'est une réaction avec les mouvements contestataires des années 60-70, comme d'autres mouvements contestataires. Contestation de l'hégémonie du modèle biomédical, qui était à l'époque essentiellement, c'était des hommes blancs, bien nantis, qui étaient à la tête de cette institution-là et qui ne reflétaient pas la patientèle ou les gens qui recevaient des services avec des distorsions puis des mécontentements importants. Donc, il y a cette parole-là des mouvements des usagers là, qui est devenu un peu le rétablissement, mais qui a été intégré dans les plans d'action. Puis le danger, on peut le nommer tout de suite, c'est une récupération éventuelle de ce mouvement-là pour faire en sorte qu'on vient professionnaliser peut-être quelque chose qui ne devrait pas être professionnalisé. Mais la tendance est là, il va y avoir des pères aidants un petit peu partout dans différents milieux. Ici, on voit les principes directeurs du plan d'action en santé mentale. On parle du rétablissement. Bon, je suis un petit peu loin ici. Mais c'est pas grave. Vous le verrez à l'écran, ce que j'ai surligné en jaune. Là. Ah oui, peut-être ici. On va faire le lien dans tout ça. Donc, c'est accès rétablissement, très clairement. Afin de pouvoir maintenir les rôles sociaux et une vie active. Donc, ici, et vous connaissez les travaux, hein, la RUC internationale, citoyenneté et santé mentale. Mais nous, c'est beaucoup le lien qu'on fait, rétablissement, mais le rétablissement qu'on va dire civique, le rétablissement de la pleine citoyenneté, qui souvent est perdu en raison de la stigmatisation, en raison des représentations sociales invalidantes des personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Souvent, ce qu'ils vont perdre, c'est toutes sortes de possibilités de jouer des rôles sociaux et avoir une vie active. Et même si au plan clinique, on réussit à bien contrôler les symptômes, à cause de ces phénomènes-là, on risque de rester quand même sur une espèce de voie de garage par rapport à ces enjeux-là d'intégration citoyenne. On parle des spécialités. On voyait tout à l'heure les enjeux de collaboration interprofessionnelle. La père aidance, les pères aidants, ce n'est pas une profession. C'est peut-être même une anti-profession. Alors, il faut être bien conscient que malgré les orientations ministérielles, bien, les individus pères aidants, c'est hyper complexe la position qu'on leur demande d'occuper. Ces personnes-là doivent être bien soutenues, se soutenir entre elles, puis avoir une formation qui va inclure une bonne connaissance de la réforme du système actuel, parce que c'est des gens qui sont appelés à accompagner
des usagers dans un système qui évolue chaque jour, qui est très complexe. Des fois, on en parle comme des navigateurs. On parle culture de la mesure et de l'évaluation. Comme je le mentionnais, moi, je suis en psychiatrie. Les attentes de mon directeur de département, c'est de publier dans des revues indexées dans PubMed. Et là, je suis obligé de me familiariser avec des notions de mesure, de psychométrie. Bon, de vous ennuyer un petit peu avec ça, là, un peu la psychométrie des mesures qu'on va utiliser. L'évaluation, puis amélioration continue. À la fin, on devrait pouvoir revenir là-dessus pour voir comment tout ça, avec la question des pairs aidants, ça touche un petit peu à toutes ces facettes-là. La mesure 33 du plan d'action en santé mentale actuel, intégrer un père aidant dans au moins 30% des équipes de soutien d'intensité variable, CIV, et dans 80% des équipes de suivi intensif dans le milieu, c'est deux CIV. Donc, le modèle CIM-CIV, là, c'est une déclinaison du Program for Assertive Community Treatment, les ACT-TEAM. C'est quelque chose de manualisé maintenant, c'est depuis des décennies, mais dans les dernières versions des ACT-TEAM, ça prend un père aidant. Tu veux être fidèle au modèle, il faut que tu aies un père aidant. Puis aussi, en parallèle, bien avec le déploiement, la réforme commence un petit peu à reprendre son souffle. La poussière, on peut dire, est retombée. Puis moi, j'entends beaucoup maintenant parler de la mission universitaire. Je suis basé à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, qui, par rapport aux autres CIUS qui n'ont pas un institut, bien, il y a un rôle particulier dans la définition de la mission universitaire en santé mentale. Et on travaille avec eux pour voir qu'est-ce que ça va vouloir dire, ça, une mission universitaire en santé mentale, incluant des pairs aidants. C'est quoi les besoins de formation, d'évaluation, quelles sont les attentes, les questions d'assurance professionnelle. Voyez-vous toute la complexité là, qui est derrière des enjeux comme ceux-là. Puis si on regarde la mission universitaire, le réseau universitaire intégré de santé, le RUIS de l'Université de Montréal, insiste beaucoup sur ces enjeux d'évaluation, de concertation, puis le RUIS étant composé d'organisations et de multiples établissements. Okay? Puis là, on demande à nos étudiants d'être bien au fait là, des nouveaux organigrammes des CIUS, comment on va situer les pairs aidants, ça va être tout là, dans ces organigrammes-là. État de la recherche. Bon. Un des problèmes. Je vous le dis tout de suite, là, les cibles du plan d'action, 30% d'équipes cibles où il devrait y avoir des pairs aidants. La dernière fois que j'ai entendu parler, là, le degré d'atteinte de cette cible-là, c'était 1%. Probablement que c'est un chiffre arrondi, ça se peut que ça soit moins. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que depuis 2005, ça fait 15 ans, les plans d'action disent que ça prend des pairs aidants. Bien, il n'y en a pas. Il y en a, mais de manière nettement insuffisante. On se demande un peu pourquoi. Bien, un des problèmes qu'on a identifié, c'est la difficulté d'obtenir des ressources. Parce que ce modèle-là, hein, nous, à notre connaissance, là, ben, il n'y a aucune publication, il n'y a aucune évaluation qui a été faite sur l'effet d'intervention des pairs aidants, l'effet sur le rétablissement des usagers au Québec. C'est un beau discours, de belles orientations, hein, des déclarations politiques. On a eu beaucoup de difficultés à rendre tout ça concret. Et c'est un petit peu ce qu'on se propose ici. Certains vont trouver ça hyper réducteur de ramener ça à des indicateurs. Mais si on ne fait pas ça, on va être... on risque de se faire dépasser par d'autres lobbies qui ont d'autres choses, d'autres machines, d'autres interventions qu'on vend au ministère, là, puis qui arrivent avec des belles démonstrations, avec des très convaincantes. Pour convaincre le gouvernement d'investir, ça prend des données de recherche, ça prend des démonstrations claires, nettes et précises. Malheureusement, on doit vivre avec ça. Ensuite, on a mentionné que les pairs aidants allaient être dans des équipes CIM-CIV. Ça veut dire quoi? C'est dans des établissements du réseau public, dans un modèle purement médical, evidence-based medicine,
Puis là, nous, on arrive avec une intervention qui n'est pas du tout evidence-based encore. Et les personnes qui représentent ça, c'est ces personnes-là qui sont au front, qui sont entre ces grands paradigmes-là. Et il faut bien les prévenir qu'il y a toute cette complexité-là qui les attend sur le terrain. Mais heureusement, on n'est pas obligé de s'en tenir à ça. Quand on voyait la mesure 33, ce qui est arrivé un peu, c'est que les gens ont déduit que ça ne pouvait être que dans les équipes SimCiv. Mais non, on y a une attente ministérielle pour que ce soit dans les équipes SimCiv. Il y a plein d'autres possibilités, puis incluant dans le secteur communautaire, ou que tu sois dans le communautaire, dans le privé ou dans l'institutionnel, comme un psychologue, par exemple, tu devrais avoir un même titre et faire exercer ton travail à peu près de la même façon, avec des modèles que tu as appris, puis qui ont été démontrés efficaces dans telle ou telle circonstance. C'est ça qu'on va essayer de faire avec la question des pères aidants. Quand on regarde l'état de la recherche, là, en gros, quand on fait la pédagogie du rétablissement, on va beaucoup expliquer le rétablissement, ce n'est pas l'absence de symptômes, ce n'est pas la guérison. On peut avoir des hauts et des bas, on va probablement continuer à en avoir, dans le sens que les symptômes peuvent réapparaître, sont toujours peut-être à l'état latent. Être en rétablissement, ça ne veut pas dire être guéri. Mais souvent, quand je parlais du risque de récupération tout à l'heure, on en parle des fois des étudiants en médecine et savez-vous c'est quoi le rétablissement? Oh oui, ça fait guéri. Il y a cette approche-là, on va dire le rétablissement plus clinique, dans le sens absence de symptômes. Mais tout à l'heure, on voyait le mouvement contestataire qui disait, nous, au gré de symptômes, tout ça, pas tellement utile pour nous. Nous, on se définit autrement, puis collectivement, on a droit à la différence. Et on va l'exprimer. Puis on peut être personnellement en rétablissement. Puis on essaie de voir comment l'un peut être relié à l'autre. Et nous, on ajoute, après le rétablissement clinique, le rétablissement personnel, le rétablissement civique, le rétablissement de la pleine citoyenneté. Vous irez voir ça. Peer support in mental health services. Where is the research taking us? And do we want to go there? Parce que oui, il y en a eu des recherches sur l'effet des pères aidants. On va regarder, par exemple, ce modèle-ci, anglais. OK? Vous voyez, ils ont recruté en Angleterre. Pas en Grande-Bretagne, là, c'est le modèle anglais. Des fois, quand on parle de la conception anglo-américaine du rétablissement, on ne sera pas surpris, c'est très individualiste, c'est individualisant. L'approche collective, d'un point de vue américain, c'est du socialisme à la limite. Ils se méfient beaucoup de ça. Mais ça, c'est anglais. Nous, on travaille avec des Écossais, où la définition du rétablissement est beaucoup plus collective, parce que ce qu'on regarde, c'est comment la personne interagit avec les autres. Donc, il y en a eu des études sur l'effet des pères aidants, mais ces effets-là, ils ont cherché sur le rétablissement clinique. Donc, c'est un peu, ça devient un peu un substitut ou un second violon de l'approche biomédicale traditionnelle. On veut éviter ça à tout prix. On essaie de voir comment l'expérience subjective et le savoir des usagers va venir un peu humaniser les soins. On parle d'approche centrée sur la personne, mais quand on fait le lien aussi avec les sciences humaines et sociales, c'est pas juste centré sur la personne, c'est human-centered également. Et puis le père aidant va personnifier des soins plus humanistes et éventuellement rétablir la confiance que les usagers n'ont peut-être pas envers la psychiatrie traditionnelle. Il y a beaucoup de méfiance qui fait que les gens n'adhèrent pas au traitement. C'est pas ça le but, là, mais ça explique une certaine particularité. Donc, il nous fallait des mesures spécifiques au rétablissement. Il y en existait déjà. En particulier, la mesure de la citoyenneté et le Recovery Assessment Scale. Le RAS, c'est la mesure la plus publiée sur le rétablissement. Partout dans le monde, il y a des versions en toutes sortes de langues. Puis la mesure de la citoyenneté, c'est, à ce jour, la seule mesure qui porte spécifiquement sur la citoyenneté en santé mentale. Mais dans les deux cas, ça a été fait avec une approche
participative par des usagers qui ont exprimé, qui ont défini c'était quoi le rétablissement, qui étaient des assistants de recherche dans le processus. Puis maintenant, ben, c'est aussi solide, là, les psychiatries, les psychométries de ces deux instruments que les mesures plus cliniques du rétablissement. Vous pourrez voir dans quoi consistent les questions. Là. On vous partagera le PowerPoint après la présentation. Ça, c'est la mesure de la citoyenneté en 23 items, la mesure du rétablissement en 24 items. Puis on a le projet actuel, le projet pilote A, c'est au plan corrélationnel. Est-ce qu'il y a un lien entre le rétablissement clinique et le rétablissement personnel, incluant le rétablissement de la citoyenneté? On a fait des analyses corrélationnelles, puis en gros, là, vous voyez ici, ça tombe, puis après, ça devient plus horizontal. C'est pour ça qu'on a découvert, avec les 47 items, 23 mesures de la citoyenneté, 24 du rétablissement, une sous-structure en 27 items, une nouvelle mesure qui est vraiment pas une mesure là, composite, mais une mesure qui intègre les deux concepts, citoyenneté et rétablissement, en 3 facteurs principaux. Puis ça, c'est qui sont très bien. Hein? Les alphas de Cronbach sont de très bons à excellents. Donc, c'est une mesure fiable pour évaluer le rétablissement, mais tel que les usagers vont le définir. Comment utiliser une telle mesure par la suite? Ça suggère ici qu'il y en a bel et bien un lien avec, entre autres, au plan clinique, sur la dépression. En gros, je me sens moins déprimé, je me sens plus en rétablissement dans l'esprit des gens. Il y a quand même ce lien-là, même si on voulait bien distinguer rétablissement clinique et personnel, bien, on n'est pas surpris qu'il y ait quand même un certain lien à ce niveau-là. Projet pilote B. Maintenant, l'intervention. Là, on a une mesure fiable. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est qu'on va vouloir l'utiliser dans le cadre d'une intervention de groupe, parce que dans les études que je montrais tout à l'heure, en Angleterre, pas de groupe, c'est seulement que le soutien individuel d'un père aidant envers un père aidé. Fait que nous, le projet ici, ça va être le contraire. On va isoler l'intervention de groupe des pères aidants, puis ça va être un facteur d'exclusion. Il ne faut pas être dans une thérapie de groupe, il ne faut pas avoir de... bon. Il va y avoir, ça va être sous forme de focus group, 10 focus group, animés par des pères aidants qui ont une formation commune. Puis ils vont utiliser ces mesures-là pour dresser un bilan à la fois individuel et collectif. Donc avec les participants, 30 participants, pour déterminer une taille d'effet pour un futur essai contrôlé randomisé. Puis ces participants-là vont remplir les mesures avant et après, individuellement. Puis on retourne au groupe, le portrait de ce groupe-là. Et l'animation des pères aidantes, en l'occurrence les deux femmes, va consister, à travers leur propre expérience, le dévoilement de leurs propres conditions de personnes en rétablissement, à discuter des 10 dimensions du rétablissement selon la définition pratique de la SAMHSA, qui a été faite avec, entre autres aussi avec des usagers. Et puis, discuter des résultats, retourner le reflet du groupe pour voir comment les gens se situent par rapport à ça. Et puis tout ça, ça fait partie de la forme, c'est un peu complexe, là, mais c'est notre programme à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est des cours, un ensemble de cours ouverts aussi à des étudiants libres. Le premier cours, PST Libre, qui est ici, qui se donne à l'automne. À l'intérieur de ça, il y a le MOOC lui-même, la partie asynchrone. Les gens ont accès à ce matériel-là sur Studium. Puis dans le MOOC, il y a, entre autres, des modules didactiques. Chacun dure à peu près 8 minutes. C'est complété de quiz, d'autres éléments. Mais pour l'intervention, chacune des 10 séances va commencer par un module didactique de 8 minutes, qui est le minimum. C'est le plus petit dénominateur commun de tout cet ensemble-là. Puis, donc, les étudiants en médecine vont suivre à peu près la même formation qu'on donne aux usagers pères aidants, la formation qu'on donne aux pères aidants. Ça fait partie de la grande tradition de l'enseignement en médecine, le mentorat, tout ça, puis les compétences CAPMED que je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui. Ça fait quelque chose d'assez, vous voyez, étoffé comme approche. Puis, c'est donc devenu
un MOOC, cet ensemble-là, qu'on a lancé le 23 octobre dernier. Puis, ce matin, là, il y avait 830 étudiants inscrits à ce MOOC-là. Puis si on le fait en anglais, on multiplie par au moins 10. Au moins 10. Fait que là, éventuellement, on peut faire un lien avec l'intelligence artificielle. Là. On n'en parlera pas pour tout de suite. Puis ça, c'est le profil des 700 premiers inscrits. C'est pas nécessairement des jeunes, surtout des femmes, puis très scolarisés. Puis la provenance, ça vient de 45 pays différents, essentiellement francophones, puis les 2 tiers, à peu près 60% en France. Et vous voyez, vous pourrez aller voir ces liens-là. On a les teasers en anglais puis en français du MOOC. Juste pour vous montrer, le premier module didactique, là, c'est moi qui explique les 10 dimensions du rétablissement. Mais le problème, c'est que c'est moi. Il va falloir refaire les modules avec des pères aidants qui vont s'adresser aux pères aidés. Puis c'est ça que les autres profs, je suis convaincu que ça va informer aussi les professionnels de la santé. Comment des usagers se parlent entre eux pour favoriser le rétablissement. Pour nous, la source de connaissance, elle est là, dans l'interaction entre les usagers. Puis nous, on est là pour capter cette science-là, pour justement pouvoir la communiquer par la suite, avec des effets qu'on espère favorables sur les dimensions du rétablissement qu'on a vu tout à l'heure avec les mesures validées en question. Bien, j'ai des surprises. C'est sûr que je me doutais bien que faire des projets, c'est quand même, ma surprise, c'est de voir que c'est 5 ans. Puis alors qu'on sait que le rétablissement, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. 5 ans? Oui, votre projet, là, de 2015 à 2020. Non, ça, c'est le plan d'action. Le plan d'action. Oui, c'est ça, c'est le plan d'action. Mais pour le mettre en place, il faut plusieurs années quand même. Oui, évidemment. Puis, ce que je trouve un peu, c'est ça c'est ma surprise, parce que je me dis, il y a probablement possibilité de faire quelque chose plus au day-to-day, au contemporain. Puis, les enjeux multidisciplinaires, oui, mais il faut que les pères aidants, oui, la formation, mais il va falloir qu'ils soient soutenus, comme vous avez dit. Puis, moi, je pense que c'est possible parce que sans qu'il y ait un code de déontologie, moi, je pense qu'on se trompe si on veut aller mettre un code de déontologie pour les pères aidants. Je suis comme un peu bien placée pour en parler, parce que ça va limiter beaucoup de choses. Puis je pense qu'à la base, comme vous avez dit, l'entraide, c'est quasiment inné. On veut tout le temps aider le prochain. Puis moi, ce que je trouve dommage, qui est mon autre grande surprise, c'est dans votre projet, c'est d'avoir l'exclusivité. Si j'ai bien compris, quelqu'un qui voudrait faire partie du projet Pilote B ne pourrait pas faire partie aussi d'un autre groupe de rétablissement de dépendance. J'ai bien compris. Dans ce cas-là, oui, c'est ça. Okay. Pour isoler la barrière de groupe. OK. Puis, moi, ça, c'est ma grande surprise. Moi, je suis un peu en désaccord avec ça, parce que je me dis, mettons, on prend, comme mon travail de session portait sur le mode de rétablissement des alcooliques anonymes, pour l'avoir façonné assez bien. Je pense que quelqu'un peut, je pense pas, je confirme que quelqu'un pourrait très bien être un rétablissement, puis être aussi père aidant, puis encore plus si on lui demande d'être exclusif pour faire partie du groupe, on peut privilégier que cette personne-là se retire, mettons, de groupe d'entraide, parce que, tu sais, mettons, ces groupes-là, c'est vraiment de l'entraide. Les gens sont sur le même pied d'égalité, que ce soit autant alcoolique, outre-mangeur, narcotique, c'est tout sur le même fondement. Ils ont toutes les mêmes 12 traditions. Ça a été conçu quand même par un usager qui était alcoolique à la base, puis un médecin. Puis ils ont pensé à tout. Puis c'est quand même un programme hyper dur là, de décider. Oui, mais je peux tout de suite spécifier que ce soit. De manière plus précise, c'est. Parce que, mettons, les AA, c'est pas les professionnels qui le disent. Non, c'est ça. Ça, c'est pas exclu. Nous, ce qu'on va exclure, c'est parce que ça existe, par exemple, pour certaines
la thérapie cognitivo-comportementale, OK, je par comprends. exemple. OK. Sous prescription médicale, les gens ont des interventions de OK, groupe. parfait. Bon, ben là, je suis rassurée. Ça y est. Je suis rassurée. Puis, je pense que les questionnaires, pour les avoir faits dans le cadre de votre cours, le CM puis le RAS, moi, je pense qu'il y aurait possibilité encore de mieux peaufiner ce questionnaire-là avec des gens en rétablissement, pour justement, parce que quand on part de loin, souvent juste la question, juste la formulation, juste ça, c'est lourd. Fait que je pense que ça, à la base, si on veut venir aider des gens puis que ça se perpétue, c'est basique, là, les questionnaires pour venir aider les gens. Entre autres, tu sais, redonner l'espoir, on a parlé beaucoup dans le cadre du cours aussi. Fait que je pense que ça, moi, ça m'avait accroché beaucoup votre vidéo, puis je trouve ça vraiment fantastique de penser à amener des gens en rétablissement, des pères aidants pour le faire, parce que c'est la base. Puis comme on a déjà parlé, j'enlève rien au psychiatre, j'enlève rien au psychologue, ni quoi que ce soit, mais ce qui est réconfortant pour quelqu'un qui repart à la base puis qui doit se relever tranquillement, c'est de voir son égal qui l'a déjà fait. Ça, c'est très rassurant, c'est très incitatif. Puis je pense que à la base des pères aidants, c'est ça. Puis, je vous remercie. Merci Geneviève. Bravo, Geneviève. Carole, on vous écoute. Alors, si j'aurais commencé. Ben, je finirai Non, sur d'autres choses que j'ai oubliées. Dans un premier temps, je vais dire, Jean-François, bravo, parce que moi, je trouve ça très intéressant. Moi, ça amène personnellement du positif quand j'entends ça, parce que je le sais, puis je suis très consciente que pour être pris au sérieux, puis tout ça, pour avoir une reconnaissance de par nos pairs, de par les collègues, les gens avec qui on travaille, il faut qu'il y ait quelque chose de quantitatif. Il faut arriver avec des études, avec des... Je trouve que c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est important aussi, quand la communauté de pratique, quand on parle de ça, de plus en plus, on se réunit, les pères aidants, on s'échange des outils. Donc, il y a tout l'esprit de collaboration là-dedans que je trouve importante, là, que même si on n'est pas régi par une association, que les pères aidants, on arrive à se rencontrer puis qu'on discute de nos façons de fonctionner puis des outils. Parce que en ce moment, je sais qu'il y a des pères aidants dans les CLSC, je sais qu'il y a des pères aidants dans les centres hospitaliers, il y a des pères aidants dans les centres communautaires. Et effectivement, pour faire une parenthèse, quand je lisais le plan d'action, dans ma tête à moi, avant, puis je l'avais déjà soulevé, je pense, dans un de nos cours qu'on avait eu, c'était le ministère reconnaît les pères aidants. Donc, quand on parle de reconnaissance, automatiquement, ça vient avec l'argent, parce que si tu n'as pas d'argent, on peut bien dire qu'on te reconnaît, mais quand tu n'as pas de ressources, tu n'as pas de ressources. Donc, quand on disait, moi, j'étais partie avec l'idée, ah ben Moses, si moi, comme père aidante, je ne fit pas dans une équipe CIV-SIM, ben ça veut dire que je ne peux pas. Parce que c'est quand même particulier, une équipe de suivi intensif dans le milieu, c'est une façon de faire. Puis le suivi à fréquence variable. Mais je me disais, mon Dieu, si je ne suis pas là-dedans, je ne fit pas. Puis à un moment donné, ben on a vu là, qu'il y a eu des ouvertures de postes pour des pères aidants dans d'autres domaines ou les autres secteurs que les CIV-SIM. Moi, la profession, puis tu sais, pour faire un lien avec ce que tu as dit, moi, la reconnaissance de la profession, je trouve ça important. Pas dans la mesure, peut-être, de... comment je dirais ça? Tu sais, je pense qu'on ne peut pas avoir le pain, le beurre. Il y a comme un minimum pour être reconnu. Je pense qu'il faut qu'il y ait comme des règles généraux. Si ce n'est que qu'est-ce qu'on peut faire puis qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Sans que, je pense que c'est important de définir ça, parce qu'à un moment donné, ça peut aussi prendre, tu sais, on sait que la père aidance, moi je me suis déjà fait demander, oui, ben moi, je suis père aidant, là, j'ai fait une dépression, j'ai des amis qui sont dépressifs, moi je suis père aidant avec eux autres, c'est vrai,
C'est vrai que la personne était père aidante, mais mais elle n'était pas reconnue parce que c'était pas un travail, puis elle n'était pas payée pour le faire. Mais moi, je pense que si on veut avoir une certaine crédibilité, puis une reconnaissance, je pense que ça passe par de professionnaliser la profession. Moi, je pense ça. Puis, parce que moi, tu sais, je me fais... Premièrement, c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a plein d'intervenants qui ne savent même pas ce que c'est un père aidant, ce que ça fait. Il y a des gens qui se sentent aussi menacés par ça. Oui, mais toi, tu es père aidante là, au CLSC. Moi, je suis éducateur. Tu fais de l'accompagnement. Je fais de l'accompagnement. Moi, là, ça veut-tu dire que toi, là, ma madame, chez qui je vais accompagner, tu vas y aller, toi? Bien, c'est parce que l'intervention, là, c'est pas écrit nulle part que c'est réservé à un type de personne. Fait que je pense que pour, dans la compréhension des gens, la père-aidance, au-delà du fait que, je pense que c'est ça qui différencie aussi, la père-aidance, c'est on a l'obligation de se dévoiler si c'est à propos. Tu ne te dévoiles pas pour parler de toi puis pour te vanter, c'est pas ça le principe. Puis, moi, on m'a souvent demandé, on me demandait, oui, mais en quoi ta job est différente de la mienne? Bien, premièrement, c'est clair que je sais que je ne peux pas faire des plans d'intervention. Mais quand on me disait, bien, peux-tu faire des plans de rétablissement? Ah, bien, là, peut-être qu'on peut faire des plans de rétablissement. Fait que, tu sais, je pense que si ce n'est que pour délimiter certaines choses, parce que je comprends les psychologues, les travailleurs sociaux, il y a des actes délégués, mais je pense, je ne sais pas si ça peut être un acte délégué, mais un travailleur social ou une psychologue qui est en intervention avec une personne, puis qui fait un lien avec sa vie à elle personnelle, exemple, la personne va consulter, la mère de famille a un problème de prostitution avec son enfant, ça peut arriver qu'une intervenante, une psychologue va dire, bien, peut-être dans ma vie à moi, va peut-être se servir de ça. Mais normalement, les gens qui sont régis par des associations sont quasiment dans l'obligation de ne pas faire ça. Mais moi, la différence, puis je trouve que là où on se différencie, puis c'est clair, pour moi, c'est pas très compliqué, c'est même pas une question d'algorithme. Moi, j'ai pas le choix si je veux faire ce job-là, qu'il faut qu'à un moment donné dans mon travail, je me divulgue à quelque part pour que je trouve un lien, moi j'appelle ça le lieu commun avec l'autre personne. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important, en tout cas au niveau de la profession. Puis peut-être que je me suis égarée, mais je pense que j'ai fait le tour. Non. Merci beaucoup. On dira de ces personnes victimes de préjugés qu'elles sont stigmatisées, c'est-à-dire qu'elles se font affubler d'avance une étiquette identitaire sur la base d'idées préconçues. Les troubles mentaux graves comme la schizophrénie ne sont pas en soi des maladies mortelles. Toutefois, les personnes avec troubles mentaux graves ont une espérance de vie réduite de près de 20 ans par rapport à la population en général.